Et si on parlait de sport ? Une émission produite par Laurent Garnier avec le concours du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne. Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous accueillir pour cette 37e émission de Et si on parlait de sport ? Avec Laurent Garnier, Audrey Vidotto et Nathan Coquille, nous allons avoir le plaisir de vous parler de sport, mais surtout de donner la parole à ceux qui font le sport. Bonjour à la Dream Team. Bonjour Pauline. Bonjour Pauline. Bonjour à Brigitte Linder et son équipe du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne, Clara, Norbert et Nils, qui nous font confiance et nous accompagnent pour la réalisation de cette émission. Pour cette 37e émission, nous accueillons Patrick Bailleul, président du Stade Toulousain Basketball, et Laurent Mopsus, coach du Stade Toulousain Basketball, Fabien Granier, président de la commission eau douce du comité régional de la Fédération française des pêches sportives, Claude Perras, président de la Fédération de Haute-Garonne pour la pêche et la protection du milieu aquatique, et Adrien Calvé, président du club Nègrepelisse, ainsi que Bernard Péjol, chroniqueur et membre du comité directeur de rugby de Haute-Garonne. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission. Eh oui, et vamos toros. Non, il ne s'agit pas de corrida, mais de ballon, de rebond, de dunk, de panier à 3 points. Vous l'aurez compris, nous allons parler de basketball, mais pas n'importe où, à Grand Palais de Toulouse. Le Stade Toulousain, vous le connaissez, avec la prestigieuse équipe de rugby à 15. Club multisport, il vient d'ajouter à sa liste de basketball le basketball avec le Toulouse Basket Club qui devient le Stade Toulousain Basketball. Avec ses dirigeants, nous parlerons de ce nouveau registre dans l'histoire du basket toulousain qui marque l'ambition de professionnaliser le club et de faire profiter du basket de haut niveau au plus grand nombre. En deuxième mi-temps, si on parlait de pêche sportive, si la pêche est souvent considérée comme un loisir, la pratique de ces différentes disciplines peut également se dérouler dans le cadre du sport. Chaque année, des pêcheurs et des pêcheuses se rencontrent dans les compétitions dont l'objectif ultime est d'obtenir le titre de champion de France de sa discipline et d'avoir l'honneur de représenter son pays dans les épreuves internationales. Mais avant le coup d'envoi de cette 37e émission, place à l'avant-match et aux principaux résultats sportifs de la semaine. Et si on parlait de sport ? Avant match. Et oui, avec les principaux résultats de la semaine, et il y en a, ils sont nombreux, avec Pauline. Oui Laurent, et on va débuter avec le biathlon et les championnats du monde à Nové Mesto en République tchèque. Championne du monde, 13 médailles aux mondiaux, 6 en or, 1 en argent et 6 en bronze. Un record pour la France et un triomphe au féminin. Premier titre historique pour le relais féminin au championnat du monde. L'équipe de France, composée de Lou-Jean Monod, Sophie Chauveau, Justine Brézaboucher et Julia Simon, a bataillé afin d'aller chercher un premier titre collectif. Dans une course parfaitement maîtrisée, Justine Brézaboucher s'est imposée sur la Mastart, 2 ans jour pour jour. Après son titre olympique dans la discipline, Lou-Jean Monod accroche la médaille de bronze. Chez les hommes, le Suède a décroché son premier sacre sur le relais. Les Bleus sont en bronze, le tout au terme d'un final fou, alors que le titre paraissait acquis à la Norvège. Et une dernière médaille française avec Quentin Fillon-Maillet qui a décroché le bronze sur la Mastart. Dernière course des championnats du monde, le Jurassien termine derrière l'intouchable norvégien Johannes Bø et le letton Andrej Rastorgujev. Et on passe au ski alpin, Pauline, avec la Coupe du Monde à Crans-Montana. Roman Miradoli s'est classé 4e du Super G de Crans-Montana. La victoire, elle, est revenue à l'Autrichienne Stéphanie Venier, alors que les Italiennes Federica Brignone et Marta Bassino complètent le podium. Passons à l'athlétisme et le meeting de marathon de Séville. En enquête de qualification olympique, Morad Hamdouni a frappé très fort ce dimanche en terminant 2e du marathon de Séville, tout en signant un nouveau record de France du marathon en 2 heures, 3 minutes et 47 secondes. Une performance qui le place à 10 secondes seulement du record d'Europe. Et Mélina Rollin a pour sa part battu le record de France chez les femmes en 2 heures 24 minutes et 12 secondes, 10 secondes de mieux que le précédent record de Christelle Donnet qui datait de 2010. Et en ce qui concerne les championnats de France en salle à Miramas, en Bouches-du-Rhône, le jeune Jeff Erius, 19 ans, a conservé son titre de champion de France en salle du 60 mètres. Sirena Samba Mayela a, elle, remporté le 60 mètres et Willem Belocian a remporté le 60 mètres et il n'a devancé que d'un centième Just Kaou Maté. Thomas Jordier s'est imposé sur 400 mètres en 46 secondes 06, mais sans réaliser les minima pour les mondiaux. Sur la même distance chez les femmes, Amandine Brossier, 51 secondes 69, est elle aussi passée
tout près des minima. Benjamin Robert a remporté le 800 mètres avec un chrono de 1 minute 50 secondes 87. Chez les femmes, c'est Anaïs Bourgoin qui l'a emporté devant Léna Candy-Sounon. Fraîchement détenteur des records de France sur 1500 mètres en salle, Agathe Guillemot et Azedine Habs ont assumé leur statut de favori en s'imposant avec la manière dans leurs courses respectives. Très attendu après son bon début d'hiver, Thibaut Coyer s'est imposé à la perche avec un bond à 5,76 m. Et de là, on va passer au judo avec le Grand Chelem qui s'est déroulé à Bakou. Et notre Romane Dicot, en plus de 78 kg, a bien enchaîné après le Grand Chelem de Paris. La Française a décroché la médaille d'or à Bakou. Elle se prépare effectivement à fond pour les Jeux Olympiques. Et en tennis de table, les championnats du monde par équipe à Busan en Corée du Sud. Après avoir battu le Danemark, l'Algérie et l'Autriche, les Bleus ont dominé l'Australie 3-0 et terminent en tête de son groupe. Et oui, on espère qu'ils vont aller encore plus loin, nos petits bleus. On passe à la natation maintenant, mondiaux de Doha, avec Mélanie Hennig en argent sur 50 mètres papillon. Première médaille française aux mondiaux de Doha avec un chrono de 25 secondes et 44 centièmes. Derrière la fameuse légende Sarah Sjöström. Médaillé de bronze mondial sur 1500 mètres, David Aubry savoure sa performance et se projette sur les JO de Paris. En water-polo cette fois et les championnats du monde à Doha au Qatar, l'équipe de France s'est inclinée 10-14 face à l'Espagne dans la petite finale des mondiaux. On va passer au ballon maintenant avec le basket. Coupe de France opposée à Villeurbanne dès les huitièmes de finale. La Coupe de France mardi sur le Rocher. Monaco s'est envolé en fin de match 92-82 pour valider sa place au top 6 de Trézalé les 16 et 17 mars prochains. Nancy, Nanterre, Dijon et Strasbourg sont eux aussi qualifiés. Pour la compétition, la Leaders Cup, au terme d'une superbe finale disputée à Saint-Chamond, dans la Loire, Paris Basketball a remporté le premier trophée de son histoire face à Nanterre, 90-85. Et puis un petit clin d'œil en National 1 masculine pour la 26e journée. Notre Stade Toulousain Basketball s'est imposé dans les dernières secondes du match face à Chartres, 78-77. Deux lancers, une ambiance et une fin de match d'anthologie dans un grand palais toulousain euphorique. Et en volleyball et la Coupe de France, après Nantes, Rezé, Poitiers et Montpellier, c'est Tours qui s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France de volley. Les Tourangeaux ont dominé Paris en 3-7. Handball maintenant, la Ligue des Champions, grâce à sa nette victoire sur Celgi, 32-21, Montpellier entrevoit la phase de finale de la Ligue des Champions. Et en football, parlant de la Ligue des Champions et les huitièmes de finale aller, le PSG n'a pas survolé les débats mais a assuré l'essentiel en dominant la Real Sociedad 2-0. Et en Ligue Europa, Lens but sur Fribourg 0-0 et devra s'employer au retour. Toulouse n'est pas passé loin d'accrocher un match nul face à Benfica en barrage aller de Ligue Europa, mais le TFC s'est incliné de justesse. 1-2. Rennes n'a pas fait le poids sur le terrain de l'AC Milan, 0-3. Marseille, repris sur le fil de Shakhtar Donetsk, n'a pu faire mieux que match nul, 2-2. Et en Ligue 1, Toulouse s'est imposé à Louis II face à Monaco, 2-1. Montpellier a battu Metz, 3-0. Et on change de ballon avec le ballon ovale et le rugby en top 14. Grâce à sa victoire 44-20 avec le bonus offensif contre le Racing 92, Montpellier n'est plus dernier du championnat. Le Stade français, lui, conserve sa place de leader après avoir battu Perpignan 32-19. Toulouse s'est imposé face à Oyonnax 61-34. Castres s'impose face à Toulon 25-17 et monte à la 5e place du top 14. En Pro D2, Béziers s'est imposé 25-20 face à Mont-de-Marsan. Valence-Romand a disposé de Montauban 21-13 et Aurillac a battu Colomiers 30-17. Et pour terminer ces résultats de la semaine, on va finir avec du rallye et la WRC en Suède, 3e du rallye de Suède remporté dimanche par le Finlandais Esa-Pekka Lappi sur Hyundai devant le Britannique Elfyn Evans sur Toyota. Le Français Adrien Fourmeau sur Ford Puma a décroché son premier podium en WRC. Un comeback réussi pour le pilote français relégué en Rallye 2 en 2023. Et merci Pauline pour ces résultats. Place maintenant à une nouvelle chronique spéciale Jeux Olympiques Paris 2024 où nous vous proposons 100 ans de Jeux Olympiques de 1956 à 1972. Et si on parlait de sport, la chronique des Jeux Olympiques Paris 2024. Chaque semaine, nous vous proposons de revisiter l'histoire des Jeux Olympiques, ses origines, ses valeurs, ses champions, son palmarès,
avec notre chronique spéciale Jeux Olympiques Paris 2024 en compagnie de Bernard Pujol et Laurent Garnier. Bonjour à tous les deux. Bonjour Pauline. Bonjour. Cette semaine, nous vous proposons un survol des éditions de 1956 à 1972, un voyage qui nous conduira de Melbourne à Rome, Tokyo, Mexico et Munich. Alors Bernard, on va commencer avec toi, avec les Jeux qui se sont déroulés en 1956 à Melbourne en Australie. Et bien sûr, nous voilà en Australie, dont la saga continue. Les Jeux Olympiques d'été de 56, du 22 novembre au 8 décembre de cette même année, c'était la 16e édition des Jeux Olympiques d'été. Premier jeu à être organisé dans l'hémisphère sud. Des Jeux aux antipodes marqués tout d'abord par la première vague de boycott de l'histoire avec l'Espagne, les Pays-Bas et la Suisse en raison de l'invasion soviétique de Budapest, nous rappelons-nous. L'Égypte, l'Irak et le Liban boycottent également, eux, en signe de protestation contre l'intervention franco-britannique pendant la crise de Suède et son canal. Et pourtant, Bernard. Ce contexte douloureux et sanglant, et pourtant et malgré, n'empêchera pas une idylle. Toujours l'amour, et c'est agréable de souligner que, malgré toutes ces vicissitudes diplomatiques et politiques et autres tensions, au village olympique, entre l'Américain Harold Connolly, médaille d'or du lancer du marteau, et Olga Fikotova, la Tchécoslovaque reine du disque, ils se marieront 10 mois plus tard. C'est beau, non ? Quelle belle histoire, c'est beau l'amour. C'est beau l'amour. Sur le plan sportif, on retiendra de ces Jeux l'athlète australien Murray Rose, qui a remporté 3 médailles d'or en natation, ainsi que la légendaire gymnaste soviétique Larisa Latinina, qui a remporté 6 médailles, dont 4 d'or. Côté français, c'est l'or olympique de notre Français Alain Mimoun, que tout le monde connaît. Il a enfin obtenu en remportant les 40 km 192 du marathon olympique. La victoire de la volonté qui marquera les esprits. Ouais, c'était bien mérité après. Ça faisait plusieurs courses qui couraient après, comme on dit. Oui, et puis il avait toujours devant le Zatopek qui lui faisait. Ouais. Et Alain Mimoun était effectivement, c'est hissé. Et quel symbole, et quel homme, quel sportif. Salut Alain, on te salue. En escrime, sans transition, c'est au fleuret que Christian Doriola, double champion olympique individuel en 52 et 56 et quadruple champion du monde, a dominé les Jeux. Le mousquetaire du siècle a été désigné meilleur escrimeur du siècle par la Fédération internationale. Voilà que du beau monde français, cocorico. Et oui, donc Bernard, et 4 ans plus tard, en Europe, plus de 2000 ans après avoir vaincu la Grèce par les armes, Rome en célèbre l'héritage olympique des siècles après avoir adopté les arts, la science, l'art de vivre. Des Jeux morts dans l'Antiquité parce que païens et bénis à ce jour par le pape Jean XXIII. Ah ben si le pape bénit, alors Laurent, à Rome tout se passe bien. Et voilà, nous étions tous les chemins y mènent. Nous étions donc à Rome, en Italie, pour la 17e édition de ces Jeux Olympiques modernes, du 25 août au 11 septembre 60. C'est la première fois que les Jeux Olympiques étaient organisés en Italie, avec plus de 5300 athlètes, 85 pays qui ont participé à 150 événements dans 17 sports différents. Ces JO ont pulvériser les records. C'était aussi les premiers jours où le dopage a été détecté, malheureusement, et les premiers à être diffusés à la télévision en direct à travers le monde. Je dis malheureusement parce qu'effectivement, ce fléau qui a entaché de nombreux événements sportifs, et c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à faire de vraies recherches. C'était les débuts de ce dépistage. C'est à Rome aussi que sont apparus les premiers Jeux paralympiques, reconnus comme tels rétrospectivement par le CIO. Il y avait eu déjà des compétitions, mais le label véritablement Jeux paralympiques, c'est à 1960 à Rome. Et c'est une bonne chose. Voilà, alors sur le plan sportif, une des histoires les plus mémorables des Jeux en 60, c'est celle de Vilma Rudolph, une athlète américaine. Elle a remporté 3 médailles d'or en athlétisme dans les épreuves de 100 mètres, 200 mètres et du 4x100 mètres. Elle a également été la première femme noire à remporter 3 médailles d'or lors des mêmes Jeux olympiques. On va noter aussi l'Éthiopien Abebe Bikila qui a remporté la médaille d'or dans l'épreuve du marathon. Ce qui rend sa victoire encore plus remarquable, c'est qu'il a couru pieds nus. Ah ben effectivement. Oui. Il faut le faire. Il est devenu le premier athlète africain et le premier noir africain à remporter une médaille d'or olympique. Que dire aussi sur notre américain Cassius Clay qui a remporté la médaille d'or dans la catégorie poids lourd en boxe. Cette victoire a marqué le début de la carrière légendaire de l'un des plus grands boxeurs de tous les temps, plus tard connu sous le nom de Mohamed Ali. Et oui, Bernard Mohamed Ali, que tout le monde a connu et qui a effectivement fait une carrière exceptionnelle. Bien sûr, dominance des États-Unis et de l'Union soviétique, remportant chacun 34 et 43
3 médailles d'or. C'était le début de la rivalité entre les deux grandes superpuissances dans le domaine sportif, connues sous le nom de guerre froide sportive. Et côté français, aucune médaille d'or par contre sur cette compétition-là, sur ces jeux-là. On notera quand même la bonne performance de Michel Jazzy en athlétisme sur 1500 mètres, qui remporte la médaille d'argent et bat le record de France de la distance. Notre cher Michel, on a une pensée pour lui, il vient de nous quitter il y a quelques semaines. Exactement. Et on le salue, il est avec nous. Tout à fait. Voilà, et après, on s'en va vers d'autres cieux. Et oui, en 1964, c'est à Tokyo, au Japon, que ça se passe. La fierté du soleil levant, meurtri par la guerre et la capitulation. Le Japon revient à la vie par la porte d'un stade 10 ans après, une fois la flamme olympique allumée par Yoshinori Sakai, né à Hiroshima le jour où explosa la bombe atomique. La fête olympique permet au monde de voir le pays du soleil levant autrement qu'entre méfiance et mauvaise conscience, et au peuple nippon de se regarder de nouveau avec fierté. Alors les Jeux Olympiques de Tokyo ont été les premiers à être diffusés en direct par satellite, permettant à des millions de personnes à travers le monde de regarder les compétitions en temps réel. Ces Jeux ont été aussi les premiers auxquels participaient des athlètes de la République populaire de Chine, donc la Chine continentale, de l'Allemagne de l'Est, du Kenya et de la Jamaïque. L'Union soviétique a dominé ces Jeux, remportant le plus grand nombre de médailles d'or et de médailles au total. Sur le plan sportif, la nageuse australienne Dawn Fraser, surnommée la rebelle des ondes, médaillée d'or sur 100 mètres nage libre en 1956, 1960 et 1964, un triplé alors inédit. Il y a le nageur californien Don Schollander, expert en guerre psychologique, qui rafla 4 médailles d'or à Tokyo, le 100 mètres, le 400 mètres, le 4 x 100 mètres et le 4 x 200 mètres. Un exploit alors sans précédent. Oui, en fait, le problème de la guerre psychologique, c'est qu'il mettait une pression sur ses concurrents qui était infernale, et on l'a surnommé comme ça parce qu'effectivement, c'était un tueur, comme on dit, mais un tueur dans le sens sportif du terme, quoi. C'est ça, et en judo, malgré la razzia de médailles dans de nombreuses catégories, un homme, le néerlandais Giesenk, a battu le champion japonais Gaminiga, devenant ainsi le premier champion olympique en toute catégorie au pays du soleil levant. Alors il a fait pleurer tous les Japonais, parce que c'est la catégorie reine. Voir arriver ce personnage énorme et qui batte en plus la star sur place au Japon, ça a été un drame, malgré les autres médailles qui sont eues dans d'autres catégories, mais là, le Japon pleurait. Sans jeu de mots, et soyons reconnaissants de nos Japon, c'était un vrai séisme, quoi. Ah, oui, on peut le dire comme ça. Oui. Avec tout respect. Merci. Et parlons du côté français. Au dernier jour des épreuves, Pierre-Jean-Pierre Doriola, en équitation, a sauvé l'honneur français en remportant l'unique médaille d'or de la délégation tricolore dans le jumping, comme en 1952 à Helsinki. Maryvonne Dupureur a remporté la médaille de bronze dans l'épreuve du 800 mètres en athlétisme, et Joseph Gonzalez, le boxeur français, a remporté la médaille d'argent dans la catégorie des poids coqs en moins 54 kilos. Et 4 ans plus tard, Bernard, c'est en 68 que ça se passe. Oui, à Mexico. Alors, je ne vous chanterai pas la chanson parce que je la démonterai. Donc, sous le soleil de Mexico, alors des jeux que l'on pourrait résumer par un vent de révolte. Le point levé, nous nous souvenons tous, les plus jeunes peut-être moins bien, mais des athlètes afro-américains qui médaillaient d'or sur 200 masculins à médaille d'or, et John Carlos à médaille de bronze, ont levé sur le podium le poing ganté de noir pendant l'hymne national américain pour protester contre la discrimination raciale. Rendons-nous compte qu'à cette époque-là, où la liberté d'expression n'était pas très visualisée, où il était très peu autorisé d'exprimer ou d'avoir des attitudes, ce qu'a pu représenter cette rébellion de ces super athlètes qui avaient gagné le sport et gagné une marche de plus contre le racisme. L'altitude élevée sans transition de podium. Effectivement, Mexico est une ville, une cité en altitude, et cette altitude a eu pour impact significatif, compte tenu de la raréfaction de l'oxygène, et a eu un impact sur les performances athlétiques, sur le plan et notamment sur l'endurance. Sur le plan sportif, quelques exemples de records ou de performances réalisées pendant ces Jeux. Bob Beamon, l'exploit. Le saut le plus long qui soit. Enfin, c'était extraordinaire. Oui, absolument. Même lui, s'y attendait pas. À un moment donné, on a cru qu'il ne retomba pas. Donc, effectivement, on a cette image, ça a été un détonateur en termes d'exploit, puis c'était visuel. Donc, la télévision apportait beaucoup plus de saveur à l'aune des images. Donc, le saut en longueur, tenez-vous bien, de Bob Beamon, lors de ces Jeux, est devenu légendaire. Il a atteint en longueur 8,90 m. Il a pulvérisé le record du monde précédent de 0,55 m. C'est un grand bond pour l'homme et pour
l'histoire du sport. Il y a également dans les hommes forts, mais un petit peu plus sur la force et concernant la boxe, Georges Foreman. Alors âgé de 19 ans, il a impressionné tout le monde par sa puissance et sa domination sur le ring. Il a remporté toutes ses rencontres par KO, knock-out, ce qui lui a valu la médaille d'or dans sa catégorie de poids. Et on change de sport. Dick Fosbury. Et oui, Fosbury, le fameux saut, fameux exceptionnel saut de Fosbury, qui est devenu aujourd'hui la tradition, mais à l'époque... Absolument. Mais Laurent, on se rappellera qu'à l'école, nous faisions du rouleau. Voilà, c'est ça. On tombait dans des bacs à sable. Et Fosbury a complètement inverser le corps et la tendance, et jusqu'à maintenant, puisque les sauteurs sont effectivement et attaquent la barre ou la ficelle ou la barre maintenant de dos. Donc Dick Fosbury a inventé une technique de saut en hauteur révolutionnaire. Cette technique, dite Fosbury Flop, consiste à sauter le dos en premier, en passant au-dessus de la barre avec le dos tourné vers le haut, puis les jambes ensuite. C'est d'un esthétisme fabuleux et puis ça a augmenté la performance puisqu'encore on évolue dans ce domaine. Jusqu'à où s'arrêteront-ils? Il a stupéfié le monde entier en utilisant sa technique pour remporter la médaille d'or. En gymnastique, la Tchécoslovaque Vera Kazlowska remporte 4 titres dont le concours complet. En natation, la reine des Jeux est américaine, elle se nomme Debbie Meyer, elle a conquis 3 médailles d'or sur les 200, 400 et 800 mètres. Côté français, comment ne pas citer cette jeune fille qu'on ne connaissait qu'à peine, qui nous a quittés il y a quelque temps et qui a émotionné toute la France, Colette Besson. Eh oui. Colette Besson. Elle a réalisé une performance mémorable en remportant la médaille d'or dans l'épreuve du 400 mètres. Cette victoire a été un moment emblématique du sport français. Telle est représentée la fille de provinciale, discrète, la française et son élégance, effectivement. Elle nous a tous bluffés. Elle est devenue une héroïne nationale, un symbole d'inspiration pour de nombreux athlètes français et pour notre jeunesse vers l'athlétisme et ses vocations. Sa détermination, son courage et sa performance inattendue ont inspiré des générations d'athlètes. Pour aller quitter la piste et monter sur le vélo, on n'oubliera pas, et souvent on l'emploie, le Trentin Morellon, puisque Pierre Trentin et Daniel Morellon, le couple, ont remporté respectivement en tandem l'or et l'argent dans l'épreuve de vitesse individuelle en cyclisme sur piste. De très 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 belles performances. Et effectivement, on a 4 ans plus tard, on accède à Munich et là, c'est en Allemagne avec ce qu'on appellerait la fin de l'innocence des Jeux qui ont été assombris par le tragique attentat terroriste qui a eu lieu le 5 septembre lorsque des membres du groupe terroriste palestinien Septembre Noir ont pris en otage et ultérieurement tué 11 membres de l'équipe olympique d'Israël. Cet événement a marqué les Jeux de manière indélébile, mais ils ont continué malgré les circonstances. Même les Israéliens ont dit on continue parce qu'ils ne sont pas morts pour rien. Ouais, c'est la première fois que l'on voit que le sport est pris d'assaut jusqu'au meurtre et sans jugement aucun. Effectivement, Munich a été une sombre histoire. Mais la vie continue et le sport toujours, Laurent. Tout à fait. Et c'est donc sur ce plan sportif, on retiendra quand même une performance qui a marqué aussi les esprits d'un nageur américain, un certain Mark Spitz, qui est véritable star des Jeux, qui a remporté 7 médailles d'or en natation, établissant ainsi un record pour le plus grand nombre de médailles d'or remportées lors d'une seule édition des Jeux Olympiques. On notera aussi dans les stars de natation Jane Gould, qui a été l'une des stars de cette manifestation aussi. Elle a remporté au total 3 médailles d'or, 1 médaille d'argent et 1 médaille de bronze. Sa performance la plus impressionnante a été lorsqu'elle a remporté 3 médailles d'or en une seule journée, établissant ainsi un record olympique. Elle n'a pas perdu la journée, Laurent, comme on dit. Non, 3 médailles d'or dans une journée, il faut le faire, bravo. Il y a aussi les soviétiques qui avaient une super gymnaste, Olga Korbut, qui a remporté 3 médailles, dont 2 d'or. Elle a remporté l'or au concours général individuel féminin, ainsi que dans l'épreuve par équipe. Elle est devenue une icône mondiale de la gymnastique et a contribué à populariser ce sport à l'échelle internationale. Côté français quand même, on a des résultats avec le tireur français, souvenez-vous, Philippe Ribou, qui a remporté une médaille d'or dans l'épreuve du pistolet à air comprimé à 10 mètres. On a aussi, pour ne pas le citer, le fameux athlète français Guy Drut, qui a remporté la médaille d'argent dans l'épreuve du 110 mètres haies masculin. Guy Drut qui fut par la suite ministre des Sports. Quel bel athlète, je le revois sauter ses haies, et ça l'a mené au ministère, oui, effectivement. Exactement. Guy Drut. On retrouve Daniel Morellon, en cycliste, qui a confirmé son statut de grand champion en remportant à nouveau l'or dans l'épreuve de vitesse individuelle, ajoutant une nouvelle médaille d'or à son impressionnant
palmarès. Voilà un peu pour cette... on a essayé de vous retranscrire les meilleurs moments. C'est bien sûr difficile de tout dire, mais on voulait vous donner quand même, à travers ces chroniques, on espère que ça vous intéresse par rapport à ça, quelques petits points de repère. La semaine prochaine, retrouvez-nous donc dans notre nouvelle chronique Jeux Olympiques Paris 2024, 100 ans de Jeux Olympiques de 1976 à 1996. On vous attend bien sûr et on vous racontera la suite avec cette partie numéro 3. Pour en savoir plus, n'hésitez pas, il y a un livre qui a l'équipe, les 100 ans de l'équipe de Jeux 1924-2024 aux éditions Solar. Je vous le conseille car il est très riche en images et en commentaires. Et maintenant, place à la première mi-temps de cette émission. Et si on parlait de sport avec nos invités Patrick Bailleul, président du Stade Toulousain Basketball, et le coach de l'équipe, Laurent Mopsus. Et si on parlait de sport, première mi-temps. Et retour dans l'émission Et si on parlait de sport avec nos invités Patrick Bailleul, président du Stade Toulousain Basketball, et le coach de l'équipe, Laurent Mopsus. Bonjour à tous les deux et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Audrey. Bonjour Audrey. Patrick, on va commencer par toi. Tu es le président donc, du Stade Toulousain Basketball. Donc derrière ce titre, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur quelques mots sur toi, ton parcours et ton lien particulier avec le basketball? Très bien. Mon lien particulier avec le basket est extrêmement simple. J'ai joué petit, j'avais 9-10 ans. Après, je me suis arrêté, j'ai pris des licences dans différents endroits. Je suis arrivé à Toulouse, j'avais une vingtaine d'années. J'ai continué à jouer au basket à l'Union avec une équipe de jeunes. On s'est bien éclaté pour remonter de plus bas niveau jusqu'à un niveau prénat. Et ensuite, je suis parti dans la vie professionnelle et j'ai retrouvé les parquets par l'intermédiaire de ma fille aînée qui joue à l'Union également. Et puis, des vétérans sont venus me chercher dans les tribunes pour venir rejoindre le club de l'ONAG à l'époque, qui est après devenu le TBC, et jusqu'à l'arrivée du Stade Toulousain Basketball. Alors pour savoir comment je suis arrivé au niveau du Stade Toulousain Basket, c'est extrêmement simple. Moi j'étais partenaire avec ma première entreprise, un petit partenaire, donc j'étais dans les girons du club, j'allais aux soirées, etc. Et petit à petit j'ai investi un peu plus et puis le président de l'époque m'a demandé de venir lui donner un petit coup de main et m'occuper des anciens. Donc mon but c'était en fait de remplir la loge des anciens, ce qu'on faisait à chaque match, parce que c'était tellement facile et plaisant de voir un match. À l'époque on était en N3 et N2. Et puis ensuite il y a eu un changement de présidence, il y a un peu plus d'1 an. Et là autour de table, personne ne voulait se présenter à récupérer le poste de président. J'ai été élu à l'insu de mon plein gré, comme dirait l'autre. Mais c'est réellement la réalité. Donc ça, c'était en décembre, il y a un peu plus d'1 an. Et non, l'aventure a démarré à ce moment-là et c'est parti plein pot, quoi. Alors, on va passer à Laurent, parce qu'on va faire les présentations. Après, on va te permettre de rentrer dans ce que je sens que tu veux nous dire. Mais c'est bien de connaître aussi Laurent, qui est coach de l'équipe de basketball, mais pas seulement. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel est toi ton parcours et le lien avec cette passion du basket? Oui, bonjour à tous. Je suis un peu enroué, ne me veuillez pas. T'as dû crier un peu hier soir, ça? Un petit peu. Je suis Lot-et-Garonais, mais j'ai des points d'attache avec Toulouse puisque mon papa était à la caserne de Compense-Caffarelli à l'époque, il était militaire de carrière. J'ai passé mon Doug Staps ici à Toulouse, donc pour faire court. Joueur international, je suis la génération de Frédéric Fautoux, j'étais en équipe de France à l'INSEP, international militaire. Et puis j'ai fait une carrière semi-professionnelle parce que j'étais pas très grand. Donc ma maman a dit fais des études, donc j'ai une maîtrise d'entraînement au niveau, ce qui me permet d'être une maîtrise TAPS, qui me permet d'avoir pu être professeur de PS en parallèle de ma carrière de joueur. Et puis j'ai passé mes diplômes. Un diplôme d'entraîneur. J'ai obtenu le brevet d'état 2e degré qui permet de coacher en Betclic Elite où je finis major de promotion. Et puis j'ai arrêté de jouer parce que je devenais entraîneur aussi dans ma tête. Donc passionné de guider les autres, je pense. Leader un petit peu, et puis pour être aujourd'hui manager, puisque j'adore faire grandir les gens autour de moi et déléguer, faire confiance en fait, ne rien faire. Donc ça c'est la grande partie de mon profil, mais je suis aussi formé en management d'entreprise et coaching sportif, donc j'ai ma société en parallèle qui accompagne les chefs d'entreprise, mais aussi qui organise des camps de basket avec Victor, mon fils, qui est le capitaine de l'équipe. Donc je pense que c'est important de le signaler parce que c'est de là où est né on va dire notre collaboration. Ça fait 10 ans qu'on travaille sur nos camps et je pense que ça a facilité les choses aussi sur le terrain aujourd'hui.
Tu auras l'occasion de nous en reparler. On sera content de te recevoir pour rentrer peut-être dans le détail de ce que tu fais à l'occasion. Mais là, on va rester sur le basket, le club de basket. Alors, le Toulouse Basket Club est devenu récemment le Stade Toulousain Basketball. Est-ce que tu pourrais nous retracer peut-être brièvement l'histoire du club, Patrick, et nous faire une présentation de sa situation actuelle? Alors le TBC existe depuis 2014. Et en fait, ce qui s'est passé au moment où j'ai été élu président, j'ai repris ce qui avait été fait auparavant, parce qu'il y avait déjà eu des contacts d'établis avec le Stade Toulousain depuis plusieurs années. C'était tombé à l'eau, il n'y avait pas eu de suite. Et du coup, comme ça me paraissait extrêmement important de reprendre ce flambeau, c'est avec grand plaisir que je l'ai fait. Et donc nous avons passé des entretiens entre guillemets. On a été reçus au Stade Toulousain dans cette magnifique salle à l'étage dans laquelle on rentre. On a une atmosphère particulière. Enfin, moi, ça m'a fait lever les poils parce qu'on voit tous ces trophées. Enfin, pour moi, ça veut dire beaucoup, quoi, le Stade Toulousain, le code couleur rouge et noir. Et donc on a postulé entre guillemets. J'ai même rédigé une lettre de motivation qui a été transmise ensuite à l'ensemble de tous les présidents de l'Omnisport du Stade Toulousain, donc, qui représente en tout 17 spécialités. Et en moins de 48 heures, chaque président a dit banco, 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 on y va. Donc du coup, j'ai eu le retour. Ça, c'était fin juin. Et on a pu annoncer de façon officieuse début juillet comme quoi on passerait dans l'environnement de l'Omnisport du Stade Toulousain début juillet, mais de façon officieuse. Et on a été obligé d'attendre jusqu'à fin août toutes les démarches officielles pour vraiment pouvoir communiquer dessus. Et en parallèle de ça, avec la Fédé de basket, parce qu'il fallait quand même tout changer, le nom, les maillots, le code couleur, etc. Et quelque part, je voudrais remercier la fédération parce qu'ils nous ont aidés là-dessus pour aller très très vite. Du coup, on a pu démarrer la saison avec notre nouveau maillot rouge et noir ou blanc et rouge, suivant si on se déplace ou si on joue à domicile. Et donc ça a réellement démarré comme ça. Du coup, l'appellation officielle Stade Toulousain Basketball, elle date de fin août 2023. Donc finalement, on est un très jeune club. On continue à vous appeler les Tauros quand même. Ah ben on a gardé les tauros parce qu'on a quand même un emblème, pour pas dire une icône extraordinaire, une de très belle image et qui rappelle tellement de choses autour de Toulouse. Et on va pas citer Claude Nougaro, mais presque. On n'est pas loin de tout ça. Et puis le basket, c'est quand même un combat sur le terrain. Certes, c'est un terrain qui est plus petit, mais moi j'aime bien cette image. Et puis la tête de taureau, ça rappelle aussi certaines grandes équipes de basket de NBA, notamment Michael Jordan, où moi je me levais la nuit pour le voir jouer, donc toujours en code couleur rouge. Donc on est resté dans cette filiation. Et effectivement, on a aussi un très très beau logo avec cette tête de taureau que l'on porte toujours un peu partout sur les maillots, sur tous les vêtements de l'équipe. Qui est très joli. Oui, à moitié maintenant, à moitié rouge et à moitié noir maintenant. En devenant du coup le Stade Toulousain Basket, quelles sont les ambitions du club? Toujours devenir un club phare de la région ou alors viser la Pro B dans les années à venir? J'irai même plus loin que ça. On est la 3e ville de France, donc moi je me situe pas de limite. On a un bassin économique extraordinaire. On sait que Toulouse est une ville sportive très importante. On sait que le basket est certainement un des sports qui attire le plus de monde. Quand on prend les interactions sur les réseaux, le basket est loin devant beaucoup d'autres sports. Donc naturellement, notre projet s'inscrit tout en haut de l'affiche. Après, c'est juste une histoire de temps, d'organisation, de structuration et de moyens financiers. Mais l'objectif, clairement, il est de monter le plus haut possible. Toulouse se doit d'être en haut de l'affiche, aussi bien au niveau de la région, mais je parle même au niveau national. Moi, la Pro A, dans quelques années, il faut absolument que l'on y soit, quoi. Oui, donc moi j'avais proposé la Pro B, mais tu es déjà parti sur la Pro A, quoi. Dans ma tête, oui. Ouais. Alors justement, les projets, les actions envisagées pour réaliser ces objectifs, est-ce qu'il y a des choses déjà dans la stratégie qui est réfléchie, qui est pensée pour l'année à venir, à part le résultat sportif, mais comment tu vas structurer tout ça, comment tu vas organiser tout ça? Mais le mot, tu viens de l'employer, il faut absolument qu'on structure le club en termes d'hommes, parce que tout le projet dont on a parlé avec Laurent début juillet, quand on l'a exposé, il faut savoir que le projet du Stade Toulousain Basketball, il repose sur un seul mot, enfin sur deux mots en l'occurrence, c'est l'être humain. On est vraiment à 360 degrés. Donc moi je rassemble toutes les forces possibles et inimaginables, à partir du moment où elles sont constructives, positives et qu'elles veulent avancer. Donc la porte, comme je dis à chaque fois, elle est complètement ouverte pour développer ce club encore plus fort et encore plus vrai depuis qu'on est rouge et noir. Le Stade Toulousain se doit vraiment de continuer à développer avec ce sport qui est magnifique. Alors comme tu es très bavard, juste Laurent, ton point de vue par rapport à ce développement, cette stratégie qui t'a été proposée, quoi. Clairement, je crois que c'est ce pourquoi je pense que j'ai été choisi en partie, parce que je pense qu'on se rejoint sur... J'ai pour coutume de dire que j'ai une culture un petit peu américaine, voire beaucoup même, je dirais. L'idée, c'est de mettre l'humain au centre du projet, de créer des projets individuels, mais même personnalisés, et de faire en sorte que les personnes s'épanouissent. Donc quand je parle des personnes, je parle des joueurs, je parle des adjoueurs, et qu'ils aient du part des perspectives sportives, mais pas que, des perspectives aussi d'épanouissement personnel. Donc ça veut dire, par exemple, c'est de créer les conditions pour qu'on ait un environnement, ce que j'appelle vital de travail, où le joueur il se sent bien à Toulouse.
de recruter des joueurs qui ont été formés à Toulouse. Il faut savoir que l'équipe à 70% a été formée à Toulouse, en Occitanie ou dans le Grand Sud-Ouest. C'est-à-dire que même Luka Nikolic, qui est notre joueur serbe et étranger, il a joué 2 ans à Tarbes. Donc il y a une vraie réflexion globale pour faire l'opposé de ce qui se passe dans la mondialisation. C'est que les joueurs aient un pourquoi pour venir ici. Donc tout a été organisé comme ça. J'aime le rappeler, mais pour pouvoir créer ce projet avec le président, j'ai fait 87 entretiens individuels. J'ai rencontré jusqu'à la mascotte. Pour éviter l'erreur qu'on pourrait faire, c'est parce que j'étais 5 ans coach à Paula Cortés, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, on ne peut pas transférer une histoire de haut niveau vers une autre histoire de haut niveau. Il faut vraiment s'adapter au momentum du club et aux personnages et aux personnes qui la composent. Donc je pense que pour l'instant, on est aligné par rapport à ça. Et pour revenir au projet, je dirais c'est la Betclic Elite en passant par la Pro B, le projet du club. Et faire vivre des opérations comme hier, on va en reparler quand même, parce que 4000 personnes, c'est ce qui était annoncé, dans un grand palais, avec une ambiance euphorique, de folie. Et puis alors le suspense jusqu'au bout, la dernière balle, dernière seconde. Racontez, vous avez dû vivre ça tous les deux. Patrick a ton honneur. Voilà, ça a fait vibrer. Moi qui n'étais pas un basketteur, hier j'étais pris par ça quand même, parce qu'il s'est passé un truc, quoi. Ouais, on peut rassembler là-dessus. Il s'est passé clairement un truc. Et moi, j'ai même qualifié, c'est ce que j'ai dit aux joueurs dans les vestiaires. Je souhaite qu'ils se rappellent de ce moment-là. On a vécu quand même un moment historique. Ça faisait 25 ans que le basket toulousain n'avait pas joué au Grand Palais, première chose. Deuxième chose, on arrive avec les couleurs, encore une fois, du Stade Toulousain basket. Donc, c'est la première victoire du Stade Toulousain basketball au Grand Palais. Et le troisième point, c'est qu'on bat une équipe qui est classée, qui était deuxième en venant et qui venait pour gagner des points pour la phase 2 pour eux et puis pour leur play-off. Et en plus, la cerise sur le gâteau ou l'inverse, peu importe, c'est qu'on fait un match à la fin, un suspense extraordinaire. Et c'est tout ça l'intérêt de notre sport, le basket. C'est un des rares sports qui véhicule un partage d'ambiance. C'était le feu, quoi. C'était digne d'un match de Euroleague. Et puis surtout, il y a eu ce suspense à la fin où Victor met ses 2 lancers francs. Il reste 0,4 secondes. Après avoir marqué, comme je lui ai écrit sur son message personnel, tu as marqué un 3 points depuis le parking, quoi. Donc il y a eu une fin de match fantastique, alors qu'on donnait pas cher notre repos. Donc tout était réuni pour que ce soit une soirée fantastique. Et quand on voit tous les témoignages qu'on a tous reçus, oui, maintenant il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est revenir. Et recommencer. Voilà. C'est un des sports quand même qui vous met, enfin pour l'avoir vécu, le palpitant, mais jusqu'au bout, quoi. C'est ce que je te disais, je vous disais en off. Faut pas être cardiaque, mais dans le sens où c'est intense. C'est ce que tu dis. C'est vraiment, c'est rare moi que j'ai vécu ça. C'est que le basket qui m'a fait vivre ces sensations jusqu'au bout, parce que tout peut se jouer, comme tu dis, jusqu'à 0,4 secondes, quoi. C'est un truc de ouf. C'est ce qui s'est passé. Ouais. On n'a pas fait exprès. Alors, si on avait pu gagner ça, plus c'est tôt, le coach qui parle. on l'aurait fait, mais si vous voulez, on a l'équipe la plus jeune du championnat, je tiens à le préciser. Ouais. On a joué Quimper, qui est premier du championnat. On perd de 2 points et on a le dernier tir qui passe, qui rentre pas. Sinon, on n'est pas loin. Donc, on est une équipe à potentiel, en fait. Et le potentiel, il est là, mais il s'exprime pas de manière constante. C'est lié à sa jeunesse. Moi, ce que je retiens, c'est que c'est l'équipe la plus athlétique du championnat. À l'aller, on concassé, ça veut dire qu'on a progressé, ça veut dire qu'on ne s'est pas échappé, ça veut dire que j'ai vu des joueurs plonger sur le terrain. Ce que j'aurais dit dans les vestiaires, que personne ne revienne avec les genoux propres, quoi. Voilà. Et ça, c'est... Voilà, il y a quelques valeurs de rugby un petit peu. Alors, je ne vais pas dire que je suis au school, mais on dit bonjour, on dit au revoir, on est à l'heure. On se bat, on est peut-être moins fort. Sur le papier, on est bien moins fort. En termes de budgétaire, il n'y a pas photo, il y a un écart de 1 à 2. Si c'est pas 3. Voilà, quand vous regardez le bus avec lequel ils se déplacent, ils ont des éviers, des trucs, c'est des trucs aménagés de très haut niveau. Bon, on n'a pas encore ça, on y viendra, président, mais c'est des petits détails, ça veut dire qu'avec un petit peu de cœur, et je pense que le public se reconnu dans ce que dégage, l'énergie que dégage l'équipe, et je pense que ce qui est très rare, pour une première fois, c'est aussi historique, c'est que cette énergie, elle s'est partagée du terrain vers les tribunes et le contraire. Et ça donne quelque chose de waouh, un effet waouh, et je pense que le club peut être fier. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent aussi beaucoup de questions sur une journée type d'un joueur. Est-ce que tu peux nous dire comment se déroule du coup cette journée type et qui évolue justement en compétition quand même de haut niveau et qui s'entraîne apparemment beaucoup? Alors,
J'ai beaucoup réfléchi à comment préparer les semaines d'entraînement pour la simple bonne raison, c'est que quand vous jouez le mardi et le vendredi, il faut trouver l'équilibre entre la charge de travail et la récupération. Donc je suis parti fort de ce constat, les joueurs s'entraînent une fois par jour, mais entre 3 et 4 heures par jour. Ces heures sont découpées en 3 parties essentiellement. Une partie musculation, à peu près 1 heure. Une partie de développement individuel, parce que dans leur projet, ils sont venus chez nous pour qu'on les développe et qu'ils puissent avoir les qualités techniques pour évoluer au niveau supérieur. Et une partie collective. Donc, pourquoi une fois ? Parce que je veux que les joueurs aient une vie sociale aussi. C'est-à-dire être serein le matin, s'entraîner fort avec de la qualité, et ils puissent rentrer le soir pour avoir les conditions, mais ne serait-ce que bien se préparer à manger. Parce que quand vous rentrez le soir à 22h, je sais comment ça se passe. Alors après, il y a des limites à tout ça aussi, c'est que quand vous entraînez à 11h30 le matin, je suppose qu'il y en a certains qui ne se lèvent pas à 8h. Donc ça, c'est sûr. Donc tous les jours, on s'entraîne tous les jours de cette manière-là. Lorsque nous jouons à domicile, le matin du match, il y a un shooting. Voilà. Une analyse vidéo de l'adversaire. Donc je joue le vendredi et on s'entraîne le repos le samedi et on s'entraîne le dimanche matin. Et on recommence lundi, etc. Donc un jour de repos par semaine. Exactement. Quel conseil pour les jeunes qui souhaitent pratiquer le basket vous donneriez ? Croire en ses rêves. Ne pas écouter les personnes qui vont vous regarder et vous dire « t'y arriveras pas, t'es trop petit, t'es trop grand, t'es trop lent ». On est en France, on est champion du monde pour ça. C'est la réalité, on est un peu des rebelles, on croit pas en nos forces, mais ça c'est notre culture. Donc croire en ses rêves, tout est possible et surtout se faire plaisir sur le terrain. Voilà, se faire plaisir. Et quand on vient sur le terrain, il ne faut pas oublier qu'il y a quelques valeurs quand même. Pas oublier, on dit bonjour, on est à l'heure, on dit au revoir. Voilà, on salue les anciens. Il y a du respect, il y a plein de choses toutes simples, mais qu'il faut reformaliser, reverbaliser, parce que la vie elle va beaucoup plus vite maintenant avec les jeunes et ils oublient parfois, je ne sais pas qu'ils oublient, ou peut-être qu'on ne leur a pas enseigné l'essentiel. Donc c'est un juste retour de... Voilà, c'est un bel espace pour un projet de vie, comme je dis. Je le prends vraiment comme ça. Avoir cette chance de se lever le matin et d'enseigner l'un des plus beaux métiers du monde, quoi. Donc, vous avez devant vous quelqu'un qui est heureux, mais au-delà de l'entraîneur. Je suis heureux parce que j'ai un président qui a aussi cette vision et qui m'a donné cette chance de pouvoir l'accompagner dans ce beau projet. Merci beaucoup. Donc pour plus de renseignements, www.stadetoulousain-basketball.com. Merci vraiment pour ces témoignages passionnants à tous les deux. Bonne continuation au Stade Toulousain Basketball. Nous avons été très heureux de vous entendre dans cette émission et si on parlait de sport et on vous souhaite une bonne saison 2024 et vous êtes les bienvenus quand vous voulez et au prochain match également. On sera de la partie en tout cas. Je terminerai en disant Vamos Toros. Vamos Toros. C'est la mi-temps, retour au vestiaire et on se retrouve dans quelques instants pour parler de pêche sportive avec Fabien Granier, Claude Perras et Adrien Calvé. Et si on parlait de sport, mi-temps. Passionné de sport, vous souhaitez participer à son développement sur le territoire de la Haute-Garonne ? Alors ne cherchez plus. Le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne est là pour vous. Notre passion commune, l'excellence sportive et l'olympisme. Le CDOS 31 accompagne les comités départementaux et les clubs dans leur développement. Par des formations adaptées aux bénévoles salariés pour développer leurs compétences, par l'organisation de multiples manifestations sportives dans lesquelles vous pouvez être intégré, à travers la mise à disposition de volontaires en service civique. Alors contactez le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne dès maintenant par mail contact@cdos31.org ou au 05 62 24 19 02. Ensemble, faisons briller la Haute-Garonne à travers le sport. Et si on parlait de sport, deuxième mi-temps. Et oui, retour dans cette émission Et si on parlait sport avec nos invités, Fabien Granier, qui est président de la commission eau douce au comité régional de la Fédération française des pêches sportives, Claude Perras, qui est président de la Fédération de Haute-Garonne pour la pêche et la protection du milieu aquatique, et Adrien Calvé, qui est président du club de Négreux-Police.
C'est ça? Je me suis pas trompé, Adrien? Non, c'est bien ça. Eh bien, bienvenue à tous les trois. Merci, on va parler avec vous de pêche sportive. Et là, on a besoin de vous entendre parce que c'est pas un sujet qu'on maîtrise bien, mais ça a l'air d'être passionnant. Donc, on va commencer avec Fabien, avec toi. D'abord, ce qui serait bien, c'est que tu nous dises un peu qui tu es et ce que tu fais un peu dans la vie, parce qu'en fait, tu as un métier qui touche un petit peu à la pêche quand même. Bon, mais d'abord, bonjour. Donc, oui, Fabien Granier. Donc, je suis fonctionnaire territorial, directeur du patrimoine végétal à la ville de Toulouse. Donc, je m'occupe des parcs et jardins de Toulouse, tout simplement, et des terrains de sport aussi. Pour venir à la pêche, je pêche depuis que je suis tout petit. Mon père avait un lac. Mon père était agriculteur. Il avait un lac pour arroser, donc j'allais à la pêche. Et je pêchotais comme ça jusqu'à l'âge de mes 16-17 ans. Bon, je faisais aussi du sport en parallèle. J'ai commencé par le foot, comme à peu près tout le monde, jusqu'à l'âge de 16 ans. Et ensuite, je suis parti jouer au rugby. Et j'ai joué au rugby jusqu'à l'âge de 26 ans. Ensuite, j'avais des gosses. Ça me prenait beaucoup de... Enfin, je commençais à rentrer, on va dire, dans la vie de couple, etc. J'ai eu mon premier enfant. Bon, du coup, mon Alexa m'a fait comprendre que le rugby, il fallait arrêter. Je me suis mis à la pêche parce que c'était plus calme. Et j'ai eu 3 enfants. Et jusqu'au 3e enfant, bon, là, c'était trop pour faire trop d'activités en parallèle des enfants. Donc, j'ai stoppé. J'ai stoppé la pêche. Je me suis remis après au rugby, après quand j'ai divorcé. Ma vie est compliquée. Et du coup, j'ai repris la pêche il y a 4 ans maintenant. Et voilà, donc parce que ça me manquait. En fait, c'est paradoxal parce que moi, je suis quelqu'un d'assez nerveux. En fait, et la pêche m'apporte ce calme, cette plénitude d'être au bord de l'eau, d'être dans un environnement paisible, ça me détend. Alors avant c'était le rugby et ça me faisait extérioriser un peu mes excès de comportement. Là, ça te détendait aussi quand même, quoi. Ouais, c'était pas pareil, mais en fait c'est très complémentaire parce que bon, il y a l'aspect compétitif, on va dire, de se mesurer un peu avec les autres, même si je suis pas un cador, du coup bien souvent je rentre frustré, mais en attendant ça fait du bien, on se défoule et puis voilà, on est dehors, pas de bruit, voilà. On va en profiter pour avoir un peu le témoignage d'Adrien, qui est président d'un club, justement. Adrien, donc une petite présentation, qu'on sache un petit peu qui tu es, pourquoi cette passion de la pêche, en fait. Alors, moi, c'est Adrien, j'ai 27 ans. J'ai commencé à l'école de pêche, en fait, de Nègrepelisse. Mes parents m'y avaient mis... parce qu'ils trouvaient que c'était une activité calme, et donc c'était un peu pour me calmer. Et donc c'était avec des personnes qu'on connaissait. Et l'école de pêche, bon, ça fait son temps, on apprend à pêcher de manière globale. Et ensuite, on a créé le club de compétition. Donc les anciens de cette école de pêche ont créé le club de compétition. Et moi, c'est vraiment à partir de là que j'ai aimé la pêche. C'était plus l'aspect compétition que juste loisir. Bon, c'est complémentaire, mais c'était vraiment le côté compétition. Donc ça, j'ai commencé en 2006, quand j'avais 10 ans. Et depuis, j'ai continué. On a tout découvert sur le fil, en fait. Il n'y a personne qui nous a expliqué comment était organisée la pêche de compétition. Et on a tout découvert en faisant championnat par championnat, donc du niveau départemental jusqu'au niveau national. Et on a découvert après justement le niveau international. Et moi j'ai pris la présidence du club en 2018 parce que la personne qui y était a arrêté. On a mis mon nom un peu comme ça. Alors toi aussi, pouf pouf, t'as été choisi. Ouais, parce que j'y étais depuis un petit moment. Et voilà, et depuis... ça se passe bien, ça fait 6 ans maintenant et ça se passe plutôt bien. On va revenir, on va demander une petite présentation à Claude qui va nous dire quelques mots en tant que président de cette fédération sportive. Claude, départementale. Donc cette passion, on la sent chez toi déjà. Hein. Présente-nous, tu fais combien de temps que tu fais de la pêche, toi? Claude Perras, bonjour à tous. Ça fait 50 ans que je pêche. J'avais 11 ans que je commençais à pêcher. Mes parents m'ont appris à pêcher. On me mettait au bord de l'eau. Et mon père, quand il voulait me punir, une gifle, moi, ça faisait rien, mais m'interdit d'aller à la pêche, j'en pleurais. Et ça m'a toujours marqué. Alors, j'ai appris à pêcher. Bon, je suis monté comme les autres à pêcher. Bon, la compétition m'a fait beaucoup. Je suis aussi très nerveux et la pêche me calme. Et puis, j'apprends la pêche. Nous, on ne l'a pas appris. J'apprends la pêche à tous les enfants. Et ça, c'est beaucoup pour moi. Je donne beaucoup pour les enfants. Et sur ça, on en sort 1, 2. On le sait, bon, mais ça arrive, un bien content au bord de l'eau. Qui m'a appris à pêcher. On voit des collègues, même au magasin de pêche, ça fait plaisir que les gosses viennent nous voir pour vous dire ça. Bon, après, voilà. La pêche sportive, c'est un sport. Il faut se lever de bonne heure, il faut s'entraîner. Ça compte, l'entraînement, c'est beaucoup. Il ne faut pas dire que la pêche, ça ne s'entraîne pas. Il faut préparer l'amorce. Il y a les hameçons, les lignes à monter, il y a tout à monter, les flotteurs, tout à se faire. Et c'est beaucoup la pêche sportive.
Alors justement, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire et je vais m'adresser à Fabien. La question qui se pose souvent, c'est comment faire comprendre aux gens que la pêche sportive est un sport et non une activité de loisir comme la majorité le pense. Qu'est-ce qui fait cette petite différence finalement ? La grande différence, enfin en tout cas moi tel que je l'aperçois, c'est que si vous alignez 10 pêcheurs et que dans le lot vous avez un pêcheur de compétition, voire deux pêcheurs de compétition, ce sont toujours eux qui prendront plus de poissons. Je veux dire, il y a des techniques. Déjà, il faut connaître son environnement. Il y a tellement de paramètres qui rentrent en ligne de compte pour prendre du poisson, parce que quand on fait la compétition, ça veut dire être meilleur que les autres. Ça veut dire prendre plus de poissons ou les prendre plus gros, etc. Parce que bon, nous, aujourd'hui, on ne on ne pèse que les poissons. C'est-à-dire que pour déterminer un classement, on pèse les poissons. Donc, c'est que des petits poissons à prendre. Il faut être capable d'en prendre soit plus que les autres, soit de les prendre légèrement plus gros ou d'aller plus vite. Donc voilà, il y a tous ces paramètres. Donc, quels qu'ils sont ? Déjà, prendre en compte la météo, la luminosité, le sens du vent. Ensuite, il y a la profondeur du plan d'eau. Est-ce qu'il y a du courant ? Est-ce qu'il n'y a pas de courant ? Quel type de poissons sont là ? Voilà. Et en fonction de tous ces paramètres-là, il faut adapter sa technique de pêche, il faut adapter son amorce. Si vous avez les poissons qui sont présents je ne sais pas, si vous avez une cassure dans le fond, s'il faut pêcher à telle distance, peut-être que si vous allez pêcher à 13 mètres, vous allez faire des poissons. Si vous pêchez à 11,50 mètres, vous n'allez pas en prendre. Si vous pêchez au fond alors qu'ils sont entre deux eaux, vous n'allez pas en prendre. Si vous pêchez avec une ligne trop grossière que les poissons sont tatillons, vous n'allez pas en prendre. Et en fait, tous ces paramètres-là, il faut savoir les intégrer, savoir les analyser et être plus réactif que les autres de manière à, encore une fois, à prendre plus de poissons que les autres. C'est super technique en fait. Faut des cours particuliers pour arriver à pêcher. Je pensais, moi, naïvement, comme était la canne, mais pas du tout en fait. Et ce qui est très particulier, c'est que vous pouvez pêcher d'une telle façon, par exemple le matin, vous repêchez au même endroit l'après-midi, vous allez potentiellement prendre moins de poissons ou différemment. Et en fait, il n'y a pas vraiment de règles. En fait, il faut s'adapter, être très réactif et surtout, je pense, avoir une grande connaissance du milieu pour pouvoir s'adapter et adapter la meilleure technique au moment voulu, quoi. En fait, on ne peut pas se dire je vais pêcher de telle façon. Et moi, bien souvent, je le vois en championnat. Je vais vous prendre l'exemple du dernier championnat où la première manche, j'ai pris une branlée. J'étais allé m'entraîner 2-3 jours avant et je m'étais dit ça va être telle pêche avec tel type de ligne, etc. Et le jour de la compétition, c'était complètement différent. Et comme j'avais préparé que ça, j'ai fini dernier. Voilà, tout simplement. Alors justement, vous venez de parler des différentes techniques de pêche. Est-ce que vous pouvez nous présenter la pêche sportive et notamment ces différentes disciplines ? Alors moi, je suis président d'une commission eau douce. Alors, il existe différentes commissions. Il y a une commission mer, il y a une commission carnassier, il y a une commission mouche, me semble-t-il, et il y a une commission carpe. Donc, nous, on fait partie de la commission eau douce, et dans cette commission eau douce, il y a plusieurs techniques de pêche qui sont présentes en championnat. Donc, il y a la carpe, commencer la pêche de la carpe, donc carpe à la canne à coup, donc avec une seule canne, à la différence de la pêche à materie où ils ont plusieurs cannes posées sur des supports. Ensuite, vous trouvez la pêche mixte qu'on appelle, c'est-à-dire la pêche à la grande canne ou la pêche à l'anglaise. Vous trouvez la pêche au feeder, c'est-à-dire c'est une pêche au moulinet avec des cages. En fait, vous avez une cage dans laquelle vous mettez de l'amorce et vous amorcez toujours au même endroit parce que vous lancez toujours à la même distance. Donc ça, c'est la pêche au feeder. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Oui, il y a toutes les pêches au moulinet, donc oui, bolognaise, anglaise. Donc là, ce sont des pêches au flotteur, à la différence du feeder, vous avez une cage sur laquelle vous propulsez de l'amorce à distance. Là, vous avez un flotteur, donc pas de cage d'amorce. Et en fait, l'amorce, vous la propulsez à l'aide d'une fronde. C'est-à-dire que bien souvent, ce sont des pêches à longue distance, on va dire minimum 20 mètres jusqu'à, on va dire 50 mètres. Déjà, 50 mètres, c'est bien, c'est déjà très bien. Et donc, en fait, il faut arriver avec une fronde à propulser l'amorce toujours au même endroit pour que, quand vous mettez votre flotteur dessus, vous rassembliez les poissons à cet endroit-là et si vous êtes bon, vous les attrapez. Voilà un petit peu les différents types de pêche. Et ensuite, dans une technique donnée, par exemple la grande canne, vous pouvez avoir des pêches de vitesse en bordure avec des petites cannes télescopiques qu'on appelle vulgairement les mitraillettes. Des pêches à mi-distance de poissons un peu, on va dire, du tout venant. Et après, des pêches à longue distance, à distance de canne, on va dire 13 mètres, vu que c'est la limite réglementaire en compétition. Voilà. Et comment... Alors, plus concrètement, comment c'est organisé au niveau de la région pour la pêche sportive ou du département Alors, en fait, ça démarre... la hiérarchie des compétitions démarre au niveau départemental, avec des compétitions départementales qui sont qualificatives pour le niveau régional et ensuite le niveau national. Donc, bien souvent, il y a
il y a une compétition départementale parce que, il faut avouer qu'on a un sport un peu en perte de vitesse et donc du coup, on se retrouve avec un niveau départemental. Ensuite, les meilleurs sont qualifiés sur ce qu'on appelle les R2, donc le premier niveau régional. Vous avez ensuite la R1, qui est le second niveau régional, qui lui qualifie après pour le niveau national. Et au niveau national, vous avez 2 divisions, une seconde nationale et une première nationale. Et après, un niveau international par le biais de sélection. Tu disais que c'était un peu un perte de vitesse. Est-ce qu'il y a des actions prévues pour relancer ça, de développement? Vous avez une stratégie qui est en place? Alors, disons que les stratégies, à mon sens, elles sont encore pas suffisamment développées. Je pense que la prise de conscience est peut-être pas encore... en tout cas, je pense que la prise de conscience est vraiment en train de naître en ce moment. Nous, en tout cas, au niveau du comité régional, moi, je suis un jeune président, vu que je viens de prendre mon mandat en début d'année. On a intention, en effet, de développer des animations auprès des jeunes. On parlait d'organiser une compétition qui va rassembler toutes les écoles de pêche de la région afin d'inviter les jeunes à venir pratiquer, à être associés avec un compétiteur chevronné pour leur faire prendre un peu de poisson et leur donner un peu le goût à la pêche, parce que nous on a tous commencé comme ça, moi le premier. Après c'est plaisant de prendre des poissons, c'est rigolo, c'est convivial, des fois ça donne des sensations, vous prenez un poisson un peu plus gros que d'autres, vous avez peur de le casser. Après il faut savoir qu'on a un sport malgré tout, parce qu'il faut aussi le dire, en compétition on ne compte que les poissons vivants, donc c'est-à-dire qu'on prend le plus grand soin aux poissons, c'est-à-dire on pêche avec des tout petits hameçons, on prend soin à les décrocher avec précaution. On les met dans des bourriches qu'on appelle des bourriches anglaises, c'est-à-dire des bourriches qui font 3-4 mètres de longueur pour que les poissons puissent évoluer dans l'eau le temps qu'ils soient pesés. On ne les compte pas, c'est-à-dire qu'on ne les manipule pas à la main pour une fois que le concours est fini. On ne fait que les peser pour éviter d'avoir les toucher à la main et on remet tout ça à l'eau vivant. Donc ça peut arriver que des fois, malheureusement, il y a 1 ou 2 poissons de mort. Mais ils rentrent dans le milieu et ils sont mangés par le carnassier ou par l'oiseau, donc il n'y a pas de perte. Mais voilà, nous on est très précautionneux du poisson et ça reste malgré tout notre créneau. On aime les poissons aussi, quoi. Je veux dire, on n'est pas des bouchers. Et on va faire un retour sur l'actualité sportive de la pêche sportive, justement. Quels sont les grands résultats de la saison passée et les événements phares à venir en 2024? Au niveau régional, on a eu quelques titres. On a eu un champion de France au niveau régional. On a eu au niveau international, on a eu des jeunes de la région champions du monde, en individuel ou par équipe, sur des podiums en individuel et champion du monde par équipe. On a des pêcheurs dans toutes les catégories nationales ou régionales qui se sont bien comportés. Moi, à mon sens, notre plus grande satisfaction, c'est qu'on a 2 jeunes qualifiés en équipe de France, de jeunes de moins de 25 ans, d'ailleurs issus du club dont je fais partie et où Adrien est président. Et ensuite, on a 3 autres jeunes présélectionnés pour les stages de qualification, pour aussi intégrer potentiellement les équipes de France. Et Adrien, j'ai une question. Est-ce qu'il est possible de nous expliquer comment se déroule une journée type de compétition? Peut-être est-ce qu'il y a des vérifications du matériel, des contre-indications? Alors oui, il faut dire que la préparation elle est très longue et elle se fait vraiment en amont. En fait, c'est toute la saison qu'on se prépare, même l'hiver là, c'est la saison propice à la préparation de tout le matériel. Et une journée type, non, on se lève, on mange et ensuite on se rend sur le point de rendez-vous. Il y a un tirage au sort qui s'effectue pour déterminer quelle place on va occuper. Et de là, on prépare nos amorces, on se rend sur les places, on s'installe. Il y a un contrôle des éches et de l'amorce. Les éches, c'est ce qu'on va utiliser en fait pour mettre ce qu'on appelle les appâts en fait. Les verres de terre, les verres de vase. Quand on ne connaît pas, c'est bien d'expliquer, merci. Oui, pardon. Et donc tout ça, il y a une quantité limitée et donc on la contrôle pour savoir si on n'en a pas plus. Voilà. Et ensuite, il y a un signal qui est donné pour l'amorçage. On a 10 minutes d'amorçage. Ensuite, la compétition commence. Elle dure en général 3 à 5 heures, les manches c'est déterminé à l'avance. Ensuite on est pesé, il y a le classement qui nous est donné, donc si c'est sur une manche, il y a le classement et on rentre chez nous. Et les championnats c'est en 2 ou 3 manches. Et donc là, le lendemain il y aura la manche suivante ou l'après-midi la manche suivante, selon si c'est des championnats 3 heures ou 4 heures les manches. Alors où ça se passe? Où est-ce qu'on peut pratiquer la pêche sportive? Quels sont les types de poissons qu'on pêche en eau douce dans vos compétitions? Alors ça se pratique partout en loisir et les compétitions sont organisées donc soit par des clubs, soit par les comités départementaux ou les comités régionaux d'ailleurs. Et donc ça, il y a un calendrier des concours qui est établi en début d'année et qui est évolutif de toute façon. À chaque fois que quelqu'un compte organiser, il y a une communication qui est faite autour de ça, et donc n'importe qui peut s'inscrire. Il y a juste les championnats qui sont réservés aux licenciés, et donc là, comme on disait, quand on est en bas, on s'inscrit à un départemental, et ensuite on monte au régional,
et comme expliquait Fabien, jusqu'au niveau national. Alors quel type de poisson vous pêchez en eau douce justement? Enfin principalement en compète, c'est quoi? Ça dépend vraiment des Ouais. parcours. On va dire les poissons dominants vers chez nous, ça va être les gardons, les brèmes, les poissons-chats, et ensuite carpes, carassins, ablettes. Mais il arrive de tomber sur n'importe quoi. On peut prendre des carnassiers aussi à la canne à coups. On peut prendre des silures, donc des poissons comme on connaît qui peuvent faire jusqu'à 2,50 m. Sauf que nous, bon, ça arrive d'en prendre quand même des poissons de 1 mètre presque, avec des lignes qui sont pas du tout adaptées pour ça. Jusqu'à combien de kilos? Je pense jusqu'à 10 kilos, ça arrive. Après, nous, quand on prend un poisson de 2 kilos sur des petites lignes, c'est énorme. Après, oui, dans des conditions, on va dire normales, juste des poissons de 2-3 kilos sans trop de problème. Après, avec du matériel un peu spécifique, on peut arriver à prendre des poissons jusqu'à 15 voire 20 kilos, sans mouliner, juste avec un élastique en bout de ligne, un crin adapté, puis des cannes forcément adaptées, avec des carbones renforcés. Après, il faut savoir que, pour compléter ce que vient de dire Adrien, ce n'est que du poison naturellement présent dans les cours d'eau. Il n'y a pas de lâcher. Contrairement à des lâchers de truites qui se font, par exemple, au moment des ouvertures ou des fois pour amuser un peu les adhérents de la société de pêche locale, nous, ce n'est que du poisson naturellement présent dans le lac ou dans le fleuve. Une dernière question, parce qu'on pourrait en parler des heures. Quel conseil donner à des personnes qui souhaiteraient pratiquer, je dis bien, la pêche sportive? Déjà, pour pratiquer la pêche sportive, je pense qu'il faut être curieux. Il faut surtout pas avoir d'être convaincu qu'on a tout vu et tout entendu. Je pense qu'au contraire, il faut être très humble. Pas avoir honte de demander des conseils aux plus anciens, aux plus aguerris. Avoir un esprit d'analyse assez poussé parce que, encore une fois, il faut analyser plein de paramètres pour adopter la technique la plus adaptée le moment voulu. Être patient et persévérant, quoi. Puis après, je pense aimer la convivialité aussi parce que c'est quand même un milieu qui est convivial, sympa. On ne se prend pas la tête. Voilà, quand on veut passer un bon moment au bord de l'eau et se détendre, je pense que voilà, c'est un peu on va dire la compilation des qualités. Je ne sais pas si Adrien, toi, tu as d'autres qualités. Moi, j'en ai pas, mais sinon, c'est la préparation. Enfin, c'est énormément de préparation. C'est une discipline très, très chronophage. Enfin, quand on veut pêcher 3 heures, en fait, il nous faut 6 heures devant nous pour juste charger le matériel, aller sur l'endroit où on veut, même si c'est pas loin de chez nous, s'installer et plier. C'est énormément de temps. Et la préparation, quand c'est poussé à l'extrême, en fait, c'est énorme. Et c'est en ça que c'est un vrai sport. Et moi, j'aime bien essayer de le mettre en avant parce qu'on voit toujours ça comme le loisir des papis. Sauf que c'est vraiment un sport et on a du mal à communiquer là-dessus, justement. Et c'est pour ça qu'on était content de vous recevoir pour nous parler de cette pêche sportive. Et si on parlait de sport, c'est ça aussi. Et c'est de parler de tous les sports. On a vu le basket, et bien on a vu la pêche sportive. Et oui, justement, pour plus de renseignements, on peut vous retrouver au www.fed-pêche31.com ou www.fédérationpêche.fr. À moins que vous ayez autre chose, non? Non, c'est très bien. Merci à tous les trois pour vos témoignages et vos interventions dans l'émission Ici on parlait de sport. Bonne continuation pour la suite de la saison 2024. Vous êtes les bienvenus quand vous voulez. Merci de nous avoir invités et on reviendra au plaisir. Et tout de suite, place à la prolongation et le quiz animé par Audrey Vidotto avec nos invités Patrick Bayeul, Laurent Mopsus, Fabien Granier, Claude Perras et Adrien Calvé. Et si on parlait de sport, la prolongation. Et oui, ravi pour cette nouvelle prolongation et ce quiz spécial basket contre pêche sportive. Est-ce que, messieurs, vous connaissez le principe? Pas du tout. Ils se regardent tous. À part qu'il y a une histoire de panier, peut-être Non. Alors, en fait, c'est une battle. Donc, la pêche va avoir des questions sur le basket et le basket, vous allez avoir des questions sur la pêche. Sinon, c'est trop facile. On est d'accord? Donc, je vais à tour de rôle vous donner une question chacun. À la fin, il y aura on va vous départager avec la question bonus rapidité qui est avec le quiz au milieu. Allez, on commence avec pour la pêche sportive. Vous êtes prêts? Première question. En quelle année le Toulouse Basket Club a pris le nom du Stade Toulousain Basket? Alors, il y a toujours des petites, si vous voulez... Août 2023. Voilà. Et si c'était Claude, normalement, c'était faux. Mais normalement, juste si... Bon, là, c'était trop facile parce que voilà. Mais il y a bien 3 réponses. Enfin, je vous donne 3 réponses et vous avez... j'aime bien là, ça y est, Laurent, il respire. Question pour le basket. Vous êtes prêts? Combien de licenciés compte la Fédération de pêche sportive? 10 000, 12 000 ou 15 000? Vous l'avez dit, ça? Non, mais après, il y a des questions, en fait, ils l'ont pas dit. Non, parce que nous, on a donné la date de création. Oui, mais c'est... Non, ils sont pistonnés à la pêche, là. Allez, ça y est, ça commence, ça négocie. Nous, on est blondes, nous. Je ne sais rien. C'est les compétiteurs, ça. On va dire 12 000, pour dire au milieu.
Et non, en plus, vous n'entendez pas avec le casque, mais il y a le point. Et non, c'est 10 000. Actuellement, on compte 9 630 licenciés, dont 551 femmes, soit 5,72%. Merci Nathan pour ces précisions. Il y a des efforts à faire alors. Ouais. Deuxième question, vous êtes prêts, la pêche ? Donc, en quelle année le TBC a remporté le trophée Coupe de France à l'Accor Arena ? En 2018, en 2019 ou en 2020 ? Et non, mais et vous n'êtes pas censé les aider. Hein. 18, allez. C'est une bonne réponse. 2-0. Deuxième question pour vous. Où peut se pratiquer la pêche sportive ? En eau douce, en eau de mer ou les deux ? Les deux. C'est une bonne réponse. 2-1. Troisième question, la pêche. À quel niveau évolue le Stade Toulousain Basket ? En Pro A, en Pro B ou en National 1 ? National. Il y a des réclamations là. Le coach n'est pas content. Troisième question. Parmi les poissons suivants, quel est... C'est pas moi qui ai fait les questions, mais même des fois, moi, c'est vrai que c'est... Ils vous aiment pas, c'est pour ça. On va partir à la pêche si je comprends bien là. Parmi les poissons suivants, quel est celui qui n'est pas un poisson d'eau douce ? Facile. Le brochet, le maquereau ou le cendre ? Le maquereau. C'est une très bonne réponse. Bon, même si la pêche l'a potentiellement remportée, il y a toujours la question finale quiz rapidité. Quiz rapidité au milieu, s'il vous plaît. Ah là, il n'y a pas de fair play. Hein. On avait dit les valeurs du basket au milieu. On est compétiteurs, nous. Voilà, donc là, nous c'est... aussi, hein, c'est pareil. Donc, le premier, vous avez compris, ce sera vraiment celui qui buzz le premier qui répond. Et la question en rapidité, c'est toujours au niveau des Jeux Olympiques. Et oui, sinon c'est pas drôle. Vous êtes prêts ? 3, 2, 1. Selon plusieurs sources, quel sera le plan B de la cérémonie d'ouverture si cette dernière ne se fait pas sur la scène ? Le Stade de France, le Trocadéro ou l'Arc de Triomphe ? Ah super la rapidité. Mais buzzez et répondez quelque chose. J'ai entendu. Vas-y Patrick. J'ai entendu. Le Trocadéro ? Oui, ah bah du coup c'est bravo. Voilà. Eh bien bravo, et donc du coup c'est une égalité, mais en général la question jeu olympique elle compte double. Non en vrai vous avez tous gagné. Donc on a gagné. Non vous avez tous gagné. Les règles changent là. Vous avez tous gagné, et en tout cas nous aurons le plaisir de vous avez le droit de revenir quand vous voulez pour participer à une nouvelle émission. Et c'est la fin du match et de cette 37e émission. Retour au vestiaire pour les grands rendez-vous à venir et les programmes de la semaine. Et si on parlait de sport ? Fin du match. Et oui, c'est la fin du match et de cette 37e émission avec les grands rendez-vous de la semaine de l'agenda des sportifs avec Nathan et Inès. Au programme, on commence jusqu'au 22 février avec les championnats du monde de curling hommes et femmes à Lodja en Finlande. À partir du 21 février jusqu'au 2 mars, les championnats du monde de jeunesse et junior se déroulent à Otepää en Estonie. Du 22 au 25 février, les championnats du monde junior de short track seront à l'honneur à Gdansk en Pologne. À cette même date, il y aura aussi les championnats d'Europe cadet et junior escrime à Naples en Italie, ou encore la Coupe du monde hommes de saut à ski en Allemagne à Oberstdorf et à Inzenbach en Autriche pour les femmes. La Coupe du monde de luge sera présente à Sigulda en Lettonie entre le 23 et le 25 février. Du 26 février au 3 mars, la voile sera au rendez-vous avec les championnats du monde de voile olympique à Lanzarote en Espagne. Pour le foot, les huitièmes de finale de Ligue Europa arriveront à leur terme avec les matchs retour. Le TFC recevra Benfica au Stadium, Rennes accueillera l'AC Milan. Côté déplacement, Lens sera à Fribourg et Marseille sera au Shakhtar Donetsk. Les matchs se dérouleront le 22 février. Côté Ligue 1, le 24 février, Toulouse accueillera le LOSC et Montpellier se déplacera au Vélodrome pour affronter Marseille. En top 14, Montpellier recevra l'Aviron Bayonnais comme Perpignan qui accueillera les champions d'Europe en titre, le Stade Rochelais. Alors que Castres recevra l'UBB le 24 février et quant au Stade Toulousain, ils se déplaceront à Clermont le 26 février. Pour la Pro D2, Béziers, deuxième, se déplacera chez le leader Vannes le 22 février, alors que le 23 février, Montauban est en déplacement à Rouen, Colomiers recevra Biarritz et de son côté,
Agen recevra Grenoble. Et au programme de la semaine prochaine, nous vous présenterons une discipline artistique et sportive qui consiste à manipuler un bâton de façon fluide et dynamique en réalisant diverses figures et mouvements. C'est une discipline qui exige à la fois de la précision, de la coordination, de la grâce et de la créativité. Les pratiquantes ou pratiquants peuvent se produire en solo, en duo ou en groupe ou en équipe. Ils sont évalués lors de compétitions selon des critères tels que la technique, l'originalité, la synchronisation et l'expression artistique. Vous l'aurez deviné, il s'agit du twirling bâton. En deuxième mi-temps, ICO, tiens bon la barre et tiens bon le vent, direction les plans d'eau. Nous vous parlerons de gréement, de voile, de dérive, lofer et border, abattre ou choquer, tout ce que tout bon marin doit savoir s'il veut naviguer et bien maîtriser son bateau. La voile est à la fois un sport, un loisir et un mode de transport offrant aux navigateurs une connexion unique avec la nature et un défi constant à maîtriser les éléments. Que ce soit pour une balade tranquille sur un lac calme ou une course effrénée autour du monde, la voile continue de captiver et d'inspirer des générations de marins. C'est ce que nous vous proposons d'aborder. Pour en savoir plus, retrouvez-nous la semaine prochaine. Et merci à Patrick Bayou, Laurent Mopsu, Fabien Granier, Claude Perras et Jean Picot pour votre participation dans l'émission Et si on parlait de sport. C'est la 37e émission de Et si on parlait de sport. Un très très grand merci à tous les internautes qui nous suivent de plus en plus nombreux. Continuez à nous écouter et à partager sur les réseaux. Merci à l'équipe du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne et à Brigitte Linder, sa présidente, pour son aide précieuse à la réalisation de cette émission. Et merci à toute l'équipe technique pour le formidable travail qu'elle réalise chaque semaine pour produire cette émission. Pauline Gaston-Conduite à l'animation radio et au son, Marin Depintis au montage visio pour les plateformes podcast et à Sébastien Couratin, notre partenaire informatique Samper Connect pour l'ensemble du suivi réseau informatique, plateforme podcast, site internet et ses conseils avisés. Merci à nos différents chroniqueurs Bernard Pujol, Audrey Vidotto qu'on est content de retrouver dans cette émission, à Nathan Coquille pour le rapport précieux dans cette émission. Merci Pauline. Merci Laurent. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure de Et si on parlait de sport la semaine prochaine.